Madame, Monsieur, bienvenue. Il a été le président de l'École polytechnique fédérale à Lausanne. Il a aussi présidé aux destinées du Conseil synodal de l'Église évangélique réformée du canton de Vaud. Il est aujourd'hui sur notre plateau pour nous dire ce qui le fait courir. Jean-Claude Badou, bonjour. Bonjour. Alors, quand on vous côtoie d'un peu près, on est frappé. Vous avez aujourd'hui 77 ans. Et on est frappé par l'énergie qui se dégage de votre personne. À quoi faut-il attribuer un tel dynamisme ? Je crois profondément que je n'y suis pour rien ou pour pas grand-chose. J'ai la chance d'être encore en santé. J'ai la chance d'avoir très envie de travailler tous les jours. J'ai la chance d'avoir le besoin de réaliser quelque chose. C'est comme je l'ai dit parfois, on m'a donné des talents, je pense que j'ai l'obligation de les faire fructifier. Alors vous avez eu l'occasion de faire fructifier ces talents pendant de nombreuses années à l'EPFL. Qu'est-ce qu'elle représente, cette institution, pour vous encore aujourd'hui ? L'EPFL, c'est quelque chose de magnifique, de merveilleux, c'est quelque chose de fort. C'est une chance énorme que de pouvoir y consacrer tellement d'années. Oui, parce que vous continuez à travailler là-bas, vous avez encore un bureau sur place. Oui, bien sûr, avec joie du reste, mais j'y ai été professeur pendant 25 ans, président pendant 8 ans, et c'était la plus belle période professionnelle de ma vie, de pouvoir choisir des professeurs, choisir des directions, donner des priorités, enthousiasmer et faire courir, pour reprendre votre terme, beaucoup de collaborateurs et beaucoup de professeurs. Alors, nous avons souhaité vous découvrir dans votre quotidien, et où est-ce que vous nous avez emmenés ? Sur un chantier dans le cadre de l'EPFL. Je vous invite maintenant de voir ces images. On se trouve absolument tout en haut du chantier du centre de congrès de l'École polytechnique fédérale de Lausanne. C'est un centre de congrès qui va avoir 3000 places, qui aura, pour ceux qui ont un sens des chiffres, 2600 mètres cubes et qui va coûter nettement plus que 200 millions quand il sera terminé. Ce centre de congrès est quelque chose d'important, tout comme le parc scientifique de l'École polytechnique, pour l'EPFL, en plus des laboratoires, des salles de cours et de tout ce qui va avec une institution universitaire en général. Jean-Claude Badou, à quoi va ressembler ce centre de congrès de l'EPFL ? Alors, le centre de congrès lui-même, au sommet duquel nous nous trouvons maintenant, il va ressembler à un très grand diamant, disons de 150 mètres par 150 mètres de côté. Et la moitié de ce diamant, ce sera la salle sans colonne quelconque de 3000 places pour 3000 auditeurs. Et puis l'autre partie, ce sera une très grande surface dans laquelle on pourra circuler, on pourra avoir des réceptions, les congressistes pourront discuter, voir des expositions de matériel, de livres, des panneaux quant à telle ou telle recherche. Jean-Claude Badou, quand on voit ce chantier, quand on vous voit dans le cadre de cette construction, on a vraiment l'impression que vous êtes au cœur de votre élément. Qu'est-ce qui fait que vous avez un lien particulier avec la construction métallique aujourd'hui ? Bon, d'abord, j'ai fait mes études d'ingénieur civil. J'ai travaillé dans la profession. Mais vous étiez un peu un spécialiste de ce qu'on appelle le béton précontraint, c'est ça ? Oui, il y a une époque où j'ai fait mon diplôme, j'ai fait mon doctorat dans ce qu'était le béton précontraint. Et ça, c'était, juste pour avoir un peu une idée, ce n'était pas à Zurich où vous avez fait vos études, mais aux États-Unis où vous avez fait votre thèse. Non, mon diplôme, je l'ai fait à Zurich, à l'École polytechnique fédérale de Zurich, en béton précontraint. C'était le début du béton précontraint d'une certaine manière. Et puis ma thèse de doctorat, je l'ai faite aux États-Unis, toujours dans ce domaine du béton précontraint. Et puis plus tard, j'ai enseigné le béton précontraint en Californie
Et j'ai enseigné aussi la construction métallique, ce qui fait que je suis devenu, avec les années et les circonstances, un spécialiste de la construction métallique, de chantiers comme celui que nous venons de voir, avec... Juste en 2 mots pour nous permettre de comprendre, le béton précontraint, qu'est-ce que c'est? Alors, le béton, c'est fait avec de l'eau, du sable, du gravier, du ciment. Et puis le précontraint, c'est quand on y met des câbles qu'on force qu'on tend pour forcer la compression du béton. Comme le béton est un élément qui supporte extrêmement bien la compression, mais qui en soi ne supporte pas la traction, il faut le précomprimer pour qu'on puisse vraiment travailler avec lui. Alors concrètement, c'est un peu ces éléments préfabriqués, comme on dirait, qu'on voit sur des grands camions et qui permettent la constitution d'un pont. Alors ces éléments préfabriqués, ils sont parfois ou souvent précontraints, mais la précontrainte, ça va bien au-delà des éléments préfabriqués. La précontrainte, habituellement, elle se fait sur un chantier où on coule le pont, une dalle, une coque sur place. Jean-Claude Badou, on le perçoit bien, vous êtes animé d'une fougue tout à fait extraordinaire par rapport à votre métier de constructeur de ponts, de constructeur de structures métalliques. Mais en même temps, lorsqu'on vous fréquente, on est aussi frappé de voir que vous aimez construire des ponts entre des gens les plus divers sur la planète. Oui, je pense que c'est bien ça. D'abord, je suis né en Suisse. C'est pas une exclusivité, c'est-à-dire que j'ai eu affaire dès l'enfance à des cultures différentes, à des Suisses alémaniques, à des Suisses romands. J'aime bien le dialogue, le contact humain. Donc, la volonté de construire des ponts, elle est venue très naturellement. En même temps, vous êtes fils d'agriculteur, vous venez de Forel-sur-Luçon, donc un peu dans les profondeurs du canton de Vaud. C'est vrai qu'on pourrait imaginer qu'en bon vaudois, comme on dit, vous auriez pu aimer rester chez vous, rester dans ce brave canton et ne pas trop le quitter. Oui, en fait, quand j'avais 15 ans, je souhaitais très profondément rester paysan. Mon père et les circonstances en ont décidé autrement. J'ai quitté la ferme pour la laisser à mes 2 frères cadets. Et puis, je me suis débrouillé dans un autre monde, ce qui fait que, tout en restant profondément vaudois, j'ai vécu en Suisse allemande, en Allemagne, aux États-Unis. J'ai voyagé, je voyage au travers du monde. Aujourd'hui, juste pour nous permettre un peu de goûter à cette dimension un peu de vaudois hyper globalisé que vous avez des liens avec la Corée, avec l'Inde, vous êtes même membre d'une fameuse académie des sciences et des techniques en Inde, vous allez régulièrement aux États-Unis. Pour vous, cette dimension-là de vaudois hyper globalisé, c'est quelque chose d'important? Oui, c'est quelque chose de fondamental, quelque chose de vital. Il faut bien se dire que dès 1536, pour prendre une date, le canton de Vaud a été très ouvert à toute l'Europe, très ouvert au monde en formation. Donc je suis pas, ce n'est pas une exception qu'un Vaudois s'ouvre au monde. C'est pas par hasard que Nestlé est une grande société internationale et cosmopolite. Mais quand vous parlez de 1536, ça positionne aussi tout de suite votre propos et qui vous êtes, c'est les débuts de la réforme dans le pays de Vaud. Oui, absolument. C'est cette réforme qui a ouvert le canton de Vaud à l'éducation primaire pour tous les garçons et toutes les filles, ce qui est encore plus important. C'est cette réforme qui a donné un réseau de relations internationales de l'Écosse à la Hongrie ou plus tard des États-Unis à l'Australie. Jean-Claude Badou, je vous propose maintenant de retourner sur le chantier du centre de congrès. Nous avons eu l'occasion avec Johannes Hirl de vous demander ce qu'étaient les défis d'un tel chantier.
Alors les grands défis, c'est d'abord d'être capable de réaliser dans des conditions que vous pouvez voir difficiles, en l'air, dans le froid, dans le brouillard comme aujourd'hui, des soudures pour des pièces extrêmement grandes. Donc il y a un souci de difficulté pour ceux qui y travaillent et de risque d'accident. Ensuite, il y a un défi économique. Il faut que ce chantier soit conduit de telle sorte qu'il y ait un profit pour l'entreprise, pour que l'entreprise puisse survivre et que nous sommes en concurrence avec des entreprises d'autres pays qui ont des salaires beaucoup plus bas. Donc il faut absolument être à la pointe de la technique, à la pointe de l'innovation pour pouvoir s'imposer sur des chantiers comme celui-ci. Et là, votre entreprise ZM relève un tel défi? Elle relève un tel défi puisqu'elle est capable de construire le pont sur la Poya qui est en fin de construction, pont au Banais sur la Sarine à Fribourg, qu'elle a terminé de construire au printemps dernier un pont très particulier au pied de la tour de la télévision à Genève pour relier les deux rives de l'Arve, qu'elle est capable de construire en ce moment 7 ponts en France. Et malgré les salaires qui sont beaucoup plus élevés ici, il est possible pour ZM d'être compétitif pour un très grand pont à Poitiers, par exemple, ou des ponts pour la SNCF en Alsace. Jean-Claude Badou, on a eu l'occasion de le dire tout à l'heure, vous avez 77 ans. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes le président du conseil d'administration de cette entreprise Zwallenemer, ZM? Ce sont les circonstances. Cette entreprise a 330 collaborateurs à Aigle, dans le canton de Vaud, en Suisse. Cette entreprise marche bien, tourne bien, a du travail. Il n'y a absolument aucun employé qui soit au chômage partiel, par exemple. On n'a pas fait de renvoi de personnel pour raisons économiques. Mais il y a eu des difficultés dans l'actionnariat il y a 3 ans. Il a fallu trouver du capital pour reprendre la majorité des actions. Et quand se joue l'avenir d'une société sur des problèmes financiers, sur des problèmes d'investissement, on ne s'est pas trop occupé de l'âge de la personne à qui on demandait de prendre des responsabilités ou de prendre des risques, parce qu'en fait, il s'agissait aussi de risques et pas seulement de responsabilités. Il se trouve que c'est à moi qu'on a demandé d'assumer cette tâche. Mais concrètement, qu'est-ce que vous y faites? Vous présidez les séances, vous suivez aussi de près les projets. On a parlé d'un pont sur la Poya à Fribourg, de pont pour la SNCF en Alsace. Vous suivez chacun de ces dossiers? Je ne suis pas forcément, en tout cas pas en détail, chacun de ces dossiers. D'abord, le conseil d'administration est la responsabilité ultime de la marche de la société. Il doit s'assurer que l'entreprise investit, que l'entreprise tourne, que les cadres soient les plus compétents et avec le sens des responsabilités le plus grand. Et puis, comme c'était mon métier depuis des dizaines d'années, j'aime beaucoup savoir ce qui se passe sur tel ou tel chantier, aller le visiter, parler un peu avec les monteurs ou les soudeurs et suivre l'entreprise aussi sur le plan des réalisations. Jean-Claude Badou, lorsqu'on a eu l'occasion d'aller prendre ces images au sommet du centre de congrès de l'EPFL, on a un peu goûté à une dimension grisante du fait de construire quelque chose d'aussi gigantesque. Et on vous a posé 1 ou 2 questions en lien avec cette thématique-là. On voit quelques images maintenant. C'est un risque pour l'humanité, c'est un risque pour tout homme de se croire Dieu, de se prendre pour Prométhée. Mais je crois qu'avec la foi en Jésus-Christ, on évite en tout cas partiellement ce risque. En quoi est-ce que vous évitez ce risque au travers de la foi qui est la vôtre? Parce que vous savez que nos sociétés, c'est la Suisse qui nous permet de construire l'école polytechnique, de construire ce centre, que nos pays sont soumis à Dieu. Ce n'est pas par hasard que la Constitution fédérale
en 2012 commence au nom du Dieu Tout-Puissant. Donc il faut se souvenir, dans une institution fédérale comme celle-ci, qu'à l'origine, il y a Dieu. Et là, pour un constructeur comme vous, dans un chantier comme celui-là, se souvenir qu'à l'origine de tout, il y a Dieu, quelles conséquences ça a? Ouais, ça a d'abord une conséquence, je crois, au travers de Calvin et de la Réforme, de dire que là où on est, avec les talents qu'on a, on doit faire quelque chose pour la société, pour la communauté, pour le pays. Donc c'est dans cette optique très calviniste des choses que j'ai toujours essayé de faire mon travail correctement et de donner un plus à la société et de permettre, dans le cas particulier d'une école polytechnique, à la jeunesse d'avoir un peu de recherche de la vérité, un peu de connaissances, un peu de service à tous ceux qui dépendent de ceux qui ont eu le privilège de faire des études. Jean-Claude Badou, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes un constructeur de ponts au sens propre, mais vous êtes aussi un constructeur de ponts entre des gens. Et ce qui m'a aussi frappé un peu en vous fréquentant, c'est que vous êtes un constructeur de ponts entre protestants. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi? Bon, il se trouve que j'ai grandi déjà dans une région qui était à la limite de la tradition protestante et de la tradition catholique. J'ai eu la chance de savoir ce qu'était un village catholique déjà comme gosse. Ensuite, j'ai vécu en Allemagne où je suis devenu conseiller de paroisse luthérien. Puis j'ai vécu aux États-Unis où je suis devenu conseiller de paroisse méthodiste. Je suis souvent dans des pays asiatiques où je vais toujours à l'église le dimanche, que ce soit en Chine, au Népal, en Inde ou en Corée, comme il y a quelques semaines. Donc, j'ai une compréhension de l'Église, de la foi, du christianisme, qui a été imprégnée par mes expériences humaines extrêmement diverses dans toute la Suisse et ensuite dans le monde entier. Ce qu'on peut ajouter, c'est que vous avez été aussi président du conseil synodal de l'Église évangélique réformée du canton de Vaud pendant 4 ans. Oui, c'est ça. J'ai été pendant 10 ans membre du conseil synodal et pendant 4 ans, j'en ai été le président. Et dans ce contexte-là, vous avez eu aussi l'occasion de rencontrer de nombreuses églises protestantes de migrants. Alors, qu'est-ce que ça vous a apporté de découvrir cette réalité aussi en Suisse? Alors, d'abord, pour des raisons que je ne peux pas forcément toujours expliquer, on m'a toujours confié la responsabilité des relations avec les églises de migrants. Déjà, avant d'être au conseil synodal, quand j'étais président du conseil de la région de Lausanne des églises protestantes, c'est moi qui avais le dicaster des églises de migrants, qui aimait aller dans des églises latino ou noires ou chinoises. Et puis, ça m'est resté. J'ai toujours de la joie à participer à des cultes avec ces églises de migrants. Et puis, ça implique une nécessité de construire des ponts entre ces églises de migrants qui sont extrêmement différentes de la paroisse dans laquelle j'ai été élevé il y a bien longtemps, mais qui ont envie de prier avec les protestants du cru, qui ont envie de prier avec les chrétiens du cru. En quoi est-ce que votre foi en Jésus-Christ est importante pour vous, est constitutive de votre identité? Oui, elle est bel et bien constitutive, elle est fondamentale. Qu'est-ce qu'elle vous apporte concrètement? Je ne sais pas si c'est ce qu'elle m'apporte. Je pense que c'est moi qui dois rendre à Dieu, rendre à Jésus-Christ tout ce qu'on m'a donné. Ce n'est pas tellement ce que ça m'apporte à moi, c'est que c'est en Jésus-Christ que je prie le matin en me réveillant, c'est en Jésus-Christ que j'essaye d'agir dans mes activités professionnelles, dans mes activités associatives. C'est un appel qui est fort
plus qu'un apport comme si je vais voir un film divertissant. Si je prends un exemple, j'ai eu le privilège, mais la responsabilité aussi, de consacrer l'un après l'autre, de leur imposer les mains à 15 pasteurs dans la plus belle cathédrale de Suisse, la cathédrale de Lausanne. Et ceci, c'est quelque chose qui me fait encore vibrer chaque fois que j'y repense, chaque fois que j'en parle. Et en quoi est-ce que ça vous touche, le fait d'avoir eu l'occasion de prier pour la consécration de ces pasteurs? Ça touche d'abord mon cœur, ça touche mon âme, ça touche mon esprit, ça touche mes relations individuelles avec Dieu, et ce qui est très important pour moi, ça touche aussi les relations de Dieu, de Jésus-Christ, avec les pays, avec les nations, comme la Bible en parle, avec les communautés. Donc, je suis non seulement chrétien individuel, mais je suis partie d'un peuple chrétien d'une manière ou d'une autre. Ce qui est aussi assez frappant lorsqu'on lit une ou deux choses vous concernant, c'est qu'on découvre que vous partagez votre foi avec votre épouse. Les femmes ont joué un rôle, les femmes de foi ont joué un rôle important dans votre vie? Absolument. Ma mère était beaucoup plus disposée à exprimer sa foi que mon père, qui était un croyant profond, qui était conseiller de paroisse, mais qui avait une pudeur très vaudoise de s'exprimer sur sa foi. Ma mère n'avait pas cette réserve ou cette pudeur. Et puis, mon épouse, ça fait 57 ans ou plus que nous fréquentons, ça fait 54 ans que nous sommes mariés, et mon épouse a joué un rôle déterminant, que ce soit en Suisse, que ce soit en Allemagne, que ce soit aux États-Unis, dans mon éducation chrétienne, si j'ose dire. Jean-Claude Badou, je vous propose maintenant une petite séquence un petit peu surprise. On peut juste mentionner le fait que l'orateur qu'on va entendre parle de la cité de Calvin de Genève et notamment de la réforme du XVIe siècle. Voici quelques images. Voilà. And I have understood that the city of Geneva was called the smelliest city in Europe. J'ai entendu une fois qu'à l'époque, on disait que Genève était la porcherie, la ville qui sentait le plus mauvais en Europe. Some wrote that you could smell it from a long distance. Certains même écrivaient qu'on sent la puanteur de Genève au loin, de très loin. A city in which gambling and crime and all kinds of problems took place. Une It ville, was dirty, filthy. Une ville sale dans laquelle il y avait de la criminalité, le jeu de l'argent et toutes sortes de choses. What happened to make it a place of peace, even of negotiating peace among nations? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça devienne une ville de paix et une ville au sein de laquelle la paix est négociée, What traitée? made it a different city so that it was clean and orderly? Qu'est-ce qui en a fait une autre ville, une ville qui est belle et qui est propre? How did it change so that they could build on top of their homes another floor for refugees? Comment se fait-il que dans cette ville, les gens ont construit des étages supplémentaires à leur maison pour accueillir les How réfugiés? could a city like that give birth to the Red Cross that has brought such kindness and mercy to so many? Comment se fait-il tout d'un coup cette ville était capable d'engendrer la Croix-Rouge, ce mouvement qui apporte tant d'aide? I don't think you can explain it without the Bible. Je ne pense pas que vous pouvez expliquer cette transformation sans la Bible. Jean-Claude Badou, qui est ce monsieur qu'on vient de voir à la cathédrale de Lausanne? Alors, c'est d'abord une merveilleuse surprise. Lauren Cunningham, qui à un mois près a exactement mon âge, qui est un serviteur de Dieu exceptionnel et qui a un attachement très profond à la Suisse, à Lausanne, à Genève, et qui, dans le monde entier, a réussi à lever des milliers, des dizaines de milliers de disciples, en particulier dans la jeunesse. Lauren Cunningham de Jeunesse en Mission, qui encore aujourd'hui a une activité profonde. J'ai reçu ce matin un mail de lui, et qui aura imprégné le XXIe siècle de
sa vision de la foi, des relations entre Dieu et les hommes et Dieu et les nations. Quel lien vous-même vous avez avec Jeunesse en mission, avec ce mouvement qu'a fondé Loren Cunningham? Alors, d'abord, comme président des églises lausannoises, j'avais entendu parler dans un voyage professionnel au Canada de Jeunesse en mission et de Loren Cunningham. Avec le comité des paroisses lausannoises, nous nous sommes rendus là où Jeunesse en mission a été fondée, au Chalet-à-Gobet, en dessus de Lausanne. Nous avons eu le premier dialogue avec Jeunesse en mission dans les années 70. Et depuis, j'ai toujours soigné ce contact qui a permis à tellement de jeunes Vaudois, à tellement de jeunes Suisses, à tellement de jeunes du monde entier de découvrir Jésus-Christ et de trouver une place dans l'Église de Jésus-Christ. Jean-Claude Badou, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau de réflexion. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt.